Le premier souvenir n'est pas une image, mais une sensation. Non pas le poids écrasant d'un corps contre une surface, ni la caresse d'un drap sur la peau, mais une suspension. Une éternelle, douce suspension. Comme si le monde entier était un vaste océan d'air, et moi, une algue flottante, libre de toute attache. C'est ainsi que je me souviens d'avoir toujours été. Je m'appelle Lyra, j'ai 20 ans, ou du moins 20 révolutions de notre habitat autour de la lointaine étoile que mes parents appelaient Soleil. Mais pour moi, le Soleil n'est qu'un point lumineux, parfois un disque éblouissant, toujours filtré par les multiples couches de notre dôme protecteur, l'oasis. Mon monde, mon univers entier, c'est l'oasis. Une structure immense, un anneau de métal et de verre tournant lentement sur elle-même pour générer une fraction de gravité artificielle, juste assez pour ancrer nos repas à la table et empêcher les outils de dériver trop loin. Mais même cette gravité simulée est une illusion, une danse constante avec la légèreté, une invitation permanente à l'envol. Quand les terriens parlent de marcher, je pense à mes pieds qui effleurent les surfaces, à la légère poussée nécessaire pour glisser d'un point à un autre. Le concept de tomber est étrange. Je ne suis jamais tombé. J'ai parfois dérivé, j'ai flotté. Mais tomber, c'est une violence, une finalité que mon corps ne comprend pas. Mes muscles, longs et fins, sont faits pour la propulsion, non pour le soutien. Mes os, plus légers, sont des cadres élégants, non des piliers. Mon équilibre est une symphonie intérieure, une chorégraphie constante avec l'absence de poids. Je peux me propulser d'une paroi à l'autre de mon module d'habitation, traversant l'espace en un bond silencieux, une pirouette gracieuse. Le plafond et le sol sont des concepts interchangeables, des points de référence arbitraires dans un volume infini. L'oasis est un monde de murmures. Le sifflement lointain des systèmes de support de vie, le clic discret des capteurs, le doux ronronnement des purificateurs d'air. Le silence absolu de l'espace est une présence constante au-delà des parois, une absence de son qui imprègne tout. Nos voix, nos rires, nos musiques résonnent d'une manière différente ici, portées par une atmosphère contenue, sans l'amortissement d'une planète. Parfois, je ferme les yeux et je me laisse dériver dans le module commun, le jardin, où les plantes poussent en spirales improbables, leurs feuilles s'étirant vers la lumière artificielle comme des mains implorantes. L'odeur de la terre humide, des herbes aromatiques, c'est la seule réminiscence tangible d'un monde que je n'ai jamais connu, une fragrance lointaine de chez soi que mes parents évoquent avec une mélancolie que je ne peux qu'imaginer. Ils me racontent la terre. Les forêts où l'on s'enfonce jusqu'aux chevilles, les montagnes que l'on gravit en sentant le poids de chaque pas, les océans qui tirent et repoussent. Pour moi, ce sont des contes de fées, des légendes d'un autre plan d'existence. Comment un corps peut-il supporter un tel fardeau ? Comment peut-on vivre sans la liberté de l'air, sans la danse constante avec la gravité zéro ? Je ne ressens pas d'envie, juste une curiosité distante, comme on observe un tableau ancien, fascinant, mais étranger. Ma réalité est ici, tissée de vide et de lumière, de silence et de mouvement. Je suis une créature de l'espace, née de l'espace et pour l'espace. Il y a un lieu dans l'oasis que j'aime plus que tout, l'observatoire. Un dôme de verre et de métal, protégé par des couches de boucliers qui offrent une vue imprenable sur le vide. Je m'y rends souvent, après les rotations de mon car à l'hydroponie. Je me glisse dans l'anneau de maintien, face à la voûte céleste. Les étoiles sont des diamants figés sur du velours noir, si proches, si intenses, sans interférence d'une atmosphère. Je peux voir la Voie lactée s'étirer comme une bande de sucre en poudre, chaque grain une galaxie, chaque galaxie un monde. Et au milieu de tout cela, la Terre, une bille bleue et blanche, si vibrante, si lointaine. C'est à ces moments-là que la singularité de mon existence me frappe de plein fouet. Je suis la première humaine née non pas sur une planète, mais dans le cosmos. Une sentinelle silencieuse, un témoin involontaire de cette immensité. Mes parents, les autres membres de la colonie, ils sont tous des enfants de la Terre, des exilés volontaires. Mais moi, je n'ai jamais été exilé, c'est ma maison, et je ne connais pas d'autre foyer. Le plus souvent, je ne pense même pas à la gravité. C'est comme l'air que je respire. L'absence de poids est ma condition première, la toile de fond de chaque pensée, de chaque mouvement. Quand je dors, je me niche dans une capsule de sommeil, un cocon douillet qui m'empêche de flotter librement et de heurter les parois. Mais même là, je sens mon corps se détendre, se relâcher dans une apesanteur presque totale. Les rêves sont parfois étranges.
peuplée de chutes infinies ou de vols sans fin. Je me souviens d'une fois où j'ai rêvé que j'étais sur Terre, piégé par une force invisible qui me pressait contre le sol, m'empêchant de bouger, de respirer. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant, soulagé de retrouver la douce liberté de ma cabine, l'absence de contraintes. C'est une peur ancrée en moi, cette idée d'être cloué au sol. Une peur irrationnelle peut-être, mais tellement palpable. Je me déplace avec une économie de mouvement que les terriens décriraient comme de la danse. Un léger coup de pied sur une barre de maintien, une poussée du bout des doigts sur une surface, et je glisse. Mes bras sont des propulseurs, mes jambes des stabilisateurs. Mes mains sont devenues incroyablement agiles, capables d'attraper les objets au vol, de les manipuler avec une précision chirurgicale avant qu'ils ne dérivent trop loin. Nous avons des sangles, des filets, des systèmes de fixation partout pour éviter le chaos. Mais le réflexe de l'interception est devenu une seconde nature. C'est une danse constante, une valse silencieuse avec les lois de la physique. L'Oasis est une communauté de scientifiques, d'ingénieurs, de rêveurs. Ils sont venus ici pour construire un nouveau monde, pour repousser les limites de l'existence humaine. Mes parents, des biologistes, étudiaient la résilience de la vie dans les conditions extrêmes. Ils n'avaient pas prévu ma naissance, pas vraiment. C'était un accident, un miracle, une anomalie. Mais ils m'ont élevé, avec l'aide de toute la colonie, comme leur propre étoile. Je suis l'enfant des étoiles, la première née. Ces titres, je les porte sans les comprendre vraiment. Pour moi, je suis juste Lyra. Mais je sens le poids de leurs attentes, la curiosité dans leurs regards. Ils me voient comme un baromètre, une expérience vivante. Comment mon corps, mon esprit, mes os, mes muscles, ma psyché se sont-ils adaptés à cette vie sans gravité? Parfois, je me demande si je suis vraiment humaine. Je ressemble aux autres, certes, 2 bras, 2 jambes, un cœur qui bat. Mais il y a des différences subtiles. La courbure de ma colonne vertébrale, la densité de mes os, la manière dont mes fluides corporels se répartissent. Les médecins de l'Oasis me suivent de près, notant chaque détail, chaque écart par rapport aux normes terriennes. Je suis un cas d'étude, une première page dans un manuel de médecine spatiale à écrire. Et je me sens parfois comme un artefact, une pièce de musée vivante, observée et analysée. Mais je n'ai jamais connu autre chose, c'est ma normalité. La notion de haut et de bas est purement conventionnelle ici. Nous les définissons par rapport à la direction de la gravité simulée, mais mon corps ne la ressent qu'à peine. Je peux être à l'envers par rapport à quelqu'un d'autre sans aucune gêne. C'est une liberté vertigineuse, mais aussi une dissolution des repères. L'espace n'est plus un plan horizontal et vertical, mais un volume tridimensionnel pur et sans direction. Quand je regarde un objet, je le vois non pas comme posé ou suspendu, mais simplement existant dans son propre point de l'espace. Les ombres s'étirent et se tordent différemment, car la lumière vient de multiples sources artificielles, créant un paysage visuel en constante évolution. Le temps, lui aussi, semble s'écouler différemment. Non pas que les horloges soient fausses, mais l'absence de la cadence terrestre, le jour et la nuit naturelle, les saisons, le cycle lunaire, donnent à nos jours et nos nuits artificielles une qualité presque abstraite. Nous vivons selon des rotations, des quarts, des cycles de lumière bleue et de lumière douce. Mais le grand dehors, le vide infini, lui, ne connaît pas le temps. Les étoiles ne changent pas, les galaxies dérivent à des échelles de temps incompréhensibles. Et moi, au milieu de cette immensité, je me sens parfois aussi intemporel qu'elle. Ce n'est pas une vie de solitude, non. L'Oasis est vibrante, pleine de vie. Nous travaillons, nous rions, nous nous disputons, nous aimons. Mais il y a toujours cette distance, cette bulle invisible qui m'entoure. Je suis de l'Oasis, mais aussi d'ailleurs, de nulle part et de partout. Je suis le point zéro, le début d'une nouvelle lignée peut-être, ou juste une anomalie, un accident cosmique, un écho lointain de l'humanité, flottant dans le vide. C'est cette perspective, cette conscience aiguë de l'infini et de ma place unique en son sein qui me définit peut-être le plus. Je ne suis pas seulement Lyra, une jeune femme vivant dans une station spatiale. Je suis Lyra, la première graine d'un futur incertain, flottant entre 2 mondes, celui qui a été et celui qui pourrait être. Et dans le silence de l'espace, je me demande souvent ce que cela signifie vraiment. Je suis Lyra, et ma normalité est une danse perpétuelle, un ballet sans partition où la gravité, cette force tyrannique pour les terriens, n'est qu'un concept lointain, une rumeur d'un autre monde.
Chaque mouvement est une impulsion calculée, une valse silencieuse où la moindre pression sur une paroi lisse, un effleurement du bout des doigts, me propulse avec une grâce que les habitants de la Terre, je le sais, ne peuvent qu'imaginer, entravés par le poids implacable de leur propre existence. Mon corps est une plume, mon esprit un navigateur, et l'espace, mon terrain de jeu infini. Mes mains, fines et agiles, ne sont pas faites pour agripper le sol, pour s'enraciner dans une terre dense et résistante. Elles sont des extensions de ma volonté, des outils de précision conçus pour effleurer les surfaces, pour intercepter un objet dérivant avec une précision instinctive, comme un poisson saisissant sa proie dans l'eau, ou plutôt comme une méduse capturant son plancton dans les profondeurs océaniques. Chaque fibre de mes muscles est entraînée à la subtilité, à la délicatesse d'un contact qui ne doit pas rompre l'équilibre, mais le moduler. Mes doigts sont des capteurs, des interprètes des moindres courants d'air, des vibrations, des champs de force résiduels. Le monde entier est un vaste océan d'air, un royaume de lévitation où je suis une algue flottante, guidée par des courants invisibles, des forces que mon corps comprend sans même y penser. Une symbiose parfaite entre mon être et l'environnement qui m'a façonné. La sensation de glisse est ma seconde nature, une sensation de liberté absolue que je porte en moi comme une empreinte indélébile. On m'appelle l'enfant des étoiles, l'anomalie, le baromètre. Des mots lourds, chargés d'attente et d'une histoire qui n'est pas la mienne, du moins pas entièrement. Chaque titre est un fardeau invisible, une étiquette apposée sur mon âme par ceux qui me voient comme une expérience plutôt qu'une personne. L'enfant des étoiles, parce que je suis né sous leur regard indifférent, loin de l'atmosphère protectrice de la Terre. L'anomalie, car ma physiologie défie les normes terriennes, mes os sont plus légers, mes muscles adaptés à l'absence de poids, mon sens de l'équilibre totalement réécrit. Le baromètre, car mon existence est censée mesurer l'adaptabilité de l'humanité, l'étendue de notre capacité à nous affranchir de notre berceau originel. Ces noms résonnent parfois dans les couloirs de l'oasis, prononcés à voix basse, comme des incantations, me rappelant constamment que je suis à la fois unique et un symbole, une preuve vivante que l'humanité peut évoluer au-delà de ses propres limites. Mes parents, ces biologistes aux yeux empreints d'une mélancolie douce quand ils parlent de la Terre, m'ont élevé dans cet anneau de métal et de verre, l'oasis, comme leur propre étoile. Ils m'ont offert un amour inconditionnel, une éducation riche et surtout des récits du monde d'en bas, celui où les corps s'écrasent sous leur propre masse, où les feuilles tombent des arbres dans une danse gravitationnelle inéluctable, où la pluie frappe le sol avec une violence que je ne peux qu'imaginer, une percussion incessante sur la terre ferme. Ils décrivent les montagnes imposantes, les océans infinis qui retiennent des masses d'eau colossales, les forêts denses où chaque brin d'herbe lutte pour s'élever contre la force qui le tire vers le bas. Pour moi, ces récits sont des contes de fées, des légendes d'un autre plan d'existence, aussi fascinants qu'étranges, peuplés de géants invisibles et de forces implacables. Une peur viscérale, irrationnelle, m'étreint parfois à l'idée de cette gravité qui cloue au sol, qui écrase. J'en rêve la nuit, une chute interminable, une spirale vertigineuse vers un abîme sans fond, un poids invisible qui m'attire inexorablement, m'aplatissant contre une surface imaginaire. Je me vois luttant, mes muscles s'épuisant en vain, mes poumons haletant sous une pression insoutenable, une sensation d'impuissance absolue qui me réveille en sueur dans ma couchette, le cœur battant à tout rompre, avant de retrouver la douce suspension de ma réalité, le frisson familier de l'apesanteur simulée qui me ramène à la vie. Le soulagement est immense, une vague de calme qui submerge la terreur résiduelle. Je me redresse, flottant légèrement, et caresse le tissu de ma couchette, reconnaissante pour la douceur de ma prison dorée. Ici, dans l'oasis, chaque élément est une extension de mon corps, une partie du grand organisme qui nous maintient en vie. Les parois ne sont pas des obstacles, mais des points d'appui, des partenaires dans ma chorégraphie quotidienne. Elles sont des tremplins, des surfaces de glisse, des guides silencieux. L'air, purifié et recyclé avec une efficacité sans faille, porte les murmures des systèmes, le sifflement régulier des conduits d'aération, le ronronnement profond et constant des purificateurs d'air et des pompes à eau. C'est un monde de sons doux, jamais agressifs, une symphonie mécanique qui berce mon existence, une mélodie rassurante qui m'accompagne du matin au soir,
ou plutôt de l'allumage à l'extinction des lumières artificielles. Je connais chaque note de cette partition, chaque variation infime qui pourrait signaler un changement, une anomalie. Mes sens sont affûtés par cette nécessité constante d'interpréter le moindre indice, d'anticiper le mouvement suivant. Le toucher, par exemple, est une langue complexe, un dialecte que mon corps a appris à maîtriser. Je peux sentir la légère vibration d'une pompe lointaine à travers une cloison métallique, le souffle subtil d'un ventilateur dissimulé, la différence de texture entre deux panneaux, l'un fraîchement nettoyé, l'autre portant la patine des années. Mes doigts perçoivent la température des surfaces, le frisson d'un courant d'air qui indique une ventilation, la légère rugosité d'une vis desserrée. Mes pieds, qui ne connaissent pas le poids écrasant de la gravité, sont devenus des capteurs ultrasensibles, des sondes capables de détecter la moindre variation dans la gravité simulée, cette illusion créée par la rotation lente de l'oasis. C'est une danse constante avec la légèreté, un équilibre parfait où le soutien est une notion étrangère, remplacée par la propulsion, par la glisse, par l'élan. Chaque déplacement est un calcul intuitif, une anticipation des forces en jeu, un pas de danse dans le vide relatif. Je me déplace sans effort, mes muscles se contractant et se relâchant avec une économie de mouvement qui déconcerterait un terrien. Le jardin, notre poumon vert au cœur de l'oasis, est un lieu où les odeurs de terre humide et d'herbes aromatiques me parviennent avec une intensité presque enivrante, rare réminiscence de ce que mes parents appellent la nature. C'est un sanctuaire, une bulle de verdure suspendue dans le vide. Là, les plantes poussent en spirales élégantes vers la lumière artificielle, leurs feuilles d'un vert éclatant, leurs racines s'accrochant à des substrats hydroponiques complexes, nourris par des solutions nutritives précisément dosées. Je glisse entre les rangées de légumes et de fruits, mes doigts effleurant les feuilles veloutées, sentant la sève sous l'épiderme, la légère résistance des fruits mûrs. Les tomates sont rouges et juteuses, les fraises exhalent un parfum sucré, les herbes aromatiques emplissent l'air d'un mélange de menthe, de basilic et de romarin. C'est un écosystème maîtrisé à la perfection, une bulle de vie créée par la science, où chaque goutte d'eau est précieuse, chaque rayon lumineux optimisé, chaque particule de CO2 recyclée. Je m'y sens chez moi, plus que nulle part ailleurs peut-être, car c'est un lieu où la vie, comme moi, a été façonnée par l'ingéniosité humaine pour prospérer loin de son berceau originel. Je suis la première graine de ce futur incertain, et ces plantes, mes consoeurs silencieuses, sont les pionnières d'une agriculture hors monde, des sœurs d'exil dans ce grand projet de survie. Les autres, les terriens de la colonie, m'observent. Je sens leurs regards, leur curiosité, parfois leurs inquiétudes. Ils me suivent du coin de l'œil quand je me déplace avec ma légèreté insolite, leur propre corps se traînant parfois avec une pesanteur qui me semble étrangère. Je suis leur sujet d'étude, leur expérience vivante, le baromètre qui mesure l'adaptabilité de l'humanité à un environnement qui n'est pas le sien. Je suis une pièce de musée vivante, un artefact unique, le témoignage d'un franchissement, d'une frontière repoussée. Ils me posent des questions sur mes rêves, sur mes sensations, sur la façon dont je perçois le temps. Pour eux, le temps est une succession de jours et de nuits, rythmée par le lever et le coucher d'un soleil qu'ils ne voient plus que par procuration, à travers des images et des souvenirs. Pour moi, le temps est une spirale sans fin, une succession de révolutions autour de notre étoile lointaine, sans les repères terrestres de saisons, de cycles lunaires ou de marées. La lumière artificielle de l'oasis imite un cycle jour/nuit, mais c'est une imposture, une façade transparente. Le véritable temps, celui du cosmos, est une immensité sans début ni fin, un vide qui ne connaît pas le temps, une éternité silencieuse dont je suis une infime parcelle, une étincelle éphémère. Je passe des heures dans l'observatoire, mon sanctuaire de verre, mon cocon de contemplation, d'où je contemple l'infini sans entrave. Les étoiles sont des diamants figés sur du velours noir, innombrables, scintillant de feux froids et distants. La Voie lactée s'étire comme une bande de sucre en poudre jetée par une main divine, une traînée de poussière d'étoiles et de gaz cosmiques, une nébuleuse lointaine, une tache de couleur pastel, des roses tendres, des bleus profonds, des violets mystérieux, apparaît comme un pinceau divin sur la toile cosmique, un chef-d'œuvre de la création. La Terre, cette bille bleue et blanche, si vibrante, si lointaine, n'est qu'un point parmi d'autres, une perle dans un collier infini de mondes.
Elle me fascine, bien sûr, cette origine de toute vie humaine, ce berceau légendaire. Mais elle ne m'appelle pas. Elle est le passé, le point de départ, la légende. Mon avenir, ma réalité, est ici, dans cette suspension douce, dans ce silence absolu, dans cette liberté de dériver, de flotter, d'être. Je suis faite de l'espace, et l'espace est fait de moi. Je me sens différente, oui, profondément. Mes os, plus légers, sont des cadres élégants, non des piliers destinés à supporter un poids écrasant. Leur densité est moindre, leur structure optimisée pour l'absence de gravité, une architecture interne qui me permet une agilité et une résistance inattendues dans cet environnement. Mon équilibre est une symphonie intérieure, une chorégraphie constante avec l'absence de poids, une adaptation que je ne saurais désapprendre, une seconde nature qui me définit. Parfois, j'entends les conversations des adultes, leurs murmures sur l'avenir de l'humanité, sur la nécessité de l'expansion, sur la prochaine étape de l'évolution. Je suis censé être le symbole de cet avenir, la preuve que nous pouvons changer, nous adapter, devenir autre chose. Mais qu'est-ce que cela signifie, devenir autre chose? Suis-je encore humaine, au sens où ils l'entendent, avec leur corps lourd et leurs pieds ancrés? Mes parents me disent que oui, que l'humanité est une capacité à s'adapter, à rêver, à explorer, à transcender ses propres limites. Mais ma chair, mes os, mes sens, mon âme même, sont tissés de l'étoffe du vide, imprégnés de l'immensité silencieuse qui nous entoure. Je ne suis pas une terrienne en exil, je suis une enfant du cosmos, une créature née de l'éther. Cette pensée, cette prise de conscience de ma singularité profonde est à la fois libératrice et isolante. Je suis connecté à l'oasis, à ses systèmes complexes, à sa survie, mais je suis aussi une bulle invisible, flottant à la périphérie de leur compréhension. Je suis de nulle part et de partout, une citoyenne de l'infini, un pont entre deux mondes que je ne connais qu'à travers les récits et les rêves. Le poids de mes titres, l'enfant des étoiles, le baromètre, l'anomalie, est moins une charge physique qu'une pression existentielle, une question sans réponse qui résonne en moi. Que dois-je prouver? Que dois-je devenir? Je suis Lyra, et ma seule certitude est cette douce suspension, cette danse perpétuelle avec l'absence de poids, cette connexion intime avec le silence infini qui m'entoure et me traverse. Mon corps est une carte des étoiles, mon esprit un vaisseau naviguant dans l'inconnu, et mon existence une question que le cosmos n'a pas encore fini de poser, un chapitre ouvert dans l'histoire de l'humanité et au-delà. Le sens de son existence et son rôle dans ce futur incertain, flottant entre deux mondes, demeurent des mystères non résolus. Chaque aube artificielle, chaque cycle de lumière douce qui inondait les modules de l'oasis, ramenait Lyra à cette interrogation silencieuse. Elle était Lyra, oui, mais elle était aussi l'enfant des étoiles, la première-née, l'anomalie, une bulle invisible, à la fois de nulle part et de partout, tissée dans le grand velours noir du cosmos. Son corps, une merveille d'adaptation, était sa vérité la plus intime. Elle le sentait, elle le vivait. Chaque muscle long et fin, chaque os léger comme une plume de cieux inconnus. Il n'y avait pas de poids pour l'écraser, pas de sol pour la retenir. Sa danse quotidienne était une valse silencieuse, une chorégraphie constante avec l'absence de masse. Ses pieds, plus faits pour guider que pour porter, effleuraient les surfaces avec une délicatesse qui échappait aux terriens. Ses mains, agiles comme des papillons, interceptaient les objets à la volée, sans la moindre hésitation, sans la moindre force superflue. C'était une symphonie intérieure, un équilibre parfait, une conscience aiguë de chaque micro-mouvement nécessaire à la propulsion, à la dérive, au maintien. Les terriens, ceux de la colonie, la regardaient souvent. Elle le sentait, sans même croiser leurs regards. Pas avec malice, non. Plutôt avec une curiosité mêlée d'une pointe de révérence, d'une certaine distance. Elle était leur espoir, leur expérience vivante, le baromètre de ce que l'humanité pourrait devenir loin de son berceau de gravité. Elle était un miroir tendu vers un futur qu'ils ne verraient peut-être jamais, une graine d'un avenir incertain. Pour eux, elle était la preuve que la vie, même la vie humaine, pouvait s'épanouir dans un environnement qu'ils n'avaient jamais connu autrement que comme un défi. Pour elle, ils étaient des figures familières, des murmures lointains de l'histoire, des conteurs de légendes d'un monde où les choses tombaient, tomber, ce verbe étrange. Ses parents lui avaient expliqué, c'était l'attraction implacable, le poids qui tirait tout vers le bas. Lyra l'avait vu dans les simulations,
dans les enregistrements, des objets lâchés qui accéléraient, des corps qui heurtaient le sol avec un bruit sourd. C'était une violence, une absence de choix, une force qui ne connaissait pas la douce propulsion, la dérive méditative. Dans ses rêves, parfois, cette force la rattrapait. Elle se voyait flotter, puis une main invisible, gigantesque et froide, la saisissait, la tirait vers le bas, toujours plus vite, jusqu'à ce que le réveil la tire de ce cauchemar de masse et de fracas. Elle se réveillait alors dans le calme de son module, son corps frissonnant, ses muscles tendus par l'effroi d'une chute qu'elle n'avait jamais connue. Aujourd'hui, comme souvent, Lyra se dirigea vers le jardin. C'était le cœur palpitant de l'oasis, un anneau de verdure et d'humidité au sein de la structure métallique et de verre. Ici, la gravité simulée était à son maximum, imitant la sensation d'une fraction de la gravité terrestre, juste assez pour que les plantes puissent s'ancrer, pour que l'eau se comporte presque normalement. Elle s'y rendait pour le silence relatif, pour l'odeur de la terre humide et des herbes aromatiques, un baume pour l'âme dans le monde de murmures mécaniques et de ronronnements des purificateurs. Elle se propulsa le long des couloirs, ses mouvements fluides, chaque poussée calculée pour la mener à sa destination sans effort superflu. Les murs défilaient, l'acier poli reflétant la lumière artificielle qui mimait un soleil lointain. En approchant du jardin, l'air devint plus lourd, plus saturé. C'était une sensation étrange, presque étrangère, mais familière par habitude. Une légère pression sur la plante de ses pieds, une résistance subtile à ses mouvements. Ici, elle devait marcher un peu, même si sa démarche restait une glissade élégante, un pas chassé avec la gravité. Le jardin était une merveille. Des spirales de verdure s'élevaient vers les dômes lumineux, des légumes aux couleurs vives, des fruits suspendus comme des bijoux. Des systèmes hydroponiques murmuraient, l'eau s'écoulant en cascades douces, un son qu'elle associait à la vie, à la croissance. Des capteurs clignotaient, surveillant chaque paramètre, chaque microclimat. Lyra s'approcha d'un bassin où flottaient des nénuphars aux feuilles larges, leur surface veloutée captant la lumière. Elle plongea une main dans l'eau tiède, sentant la résistance liquide, une sensation qu'elle appréciait. L'eau sur Terre était un océan qui tirait, qui repoussait, qui engloutissait. Ici, elle était contenue, docile, une caresse fraîche. Ses parents, les biologistes, étaient souvent dans le jardin. Ils s'occupaient des plantes avec une dévotion que Lyra comprenait, mais ne partageait pas entièrement. Pour eux, chaque pouce était une parcelle de la terre recréée, une réminiscence de leur monde perdu. Pour Lyra, c'était un écosystème fonctionnel, un laboratoire de vie, mais jamais tout à fait naturel, dans le sens où ses parents l'entendaient. Ce jour-là, sa mère était penchée sur un plant de tomates, ses doigts experts effleurant les feuilles. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière, son visage marqué par les années passées loin de la gravité, mais ses yeux gardaient l'éclat de ceux qui avaient connu la terre. « Lyra, ma puce », dit-elle en relevant la tête, un sourire fatigué mais chaleureux éclairant son visage. « Tu viens aider ?» Lyra secoua la tête, sa propre chevelure fine et longue flottant un instant autour de son visage avant de retomber doucement. « Non, maman, je voulais juste sentir l'air. » L'air du jardin avait une odeur unique, un mélange de terre, de chlorophylle et de quelque chose d'indéfinissable, presque électrique, provenant des systèmes de l'oasis. C'était l'odeur de sa maison, de sa normalité. Sa mère se redressa, essuyant ses mains sur sa combinaison. « Tu sais, parfois, je ferme les yeux ici et je peux presque sentir la brise des champs de mon enfance. Le vent. Tu ne sauras jamais ce que c'est, le vent. » Lyra écouta, comme elle le faisait toujours. Elle avait entendu ces récits 1000 fois. Le vent qui caresse la peau, qui soulève les cheveux, qui fait danser les feuilles des arbres. Le vent qui porte les odeurs, les sons. Elle imaginait une sorte de courant d'air géant et incontrôlable, une force invisible qui poussait et tirait. Une autre manifestation de cette violence terrestre, de cette imprévisibilité. « Est-ce que ça fait mal, le vent ?» demanda Lyra, sa voix douce, presque un murmure. Sa mère rit doucement. « Non, ma chérie, ça chatouille, ça rafraîchit, ça chante. » Elle fit une pause, son regard se perdant un instant dans les spirales de verdure. « Mais ça peut aussi être une tempête, une force destructrice. La terre est pleine de force. » Lyra hocha la tête, assimilant l'information. La terre, un lieu de force, de poids, de chute, de vent. Pour elle, c'était une image mentale complexe, un tableau fascinant mais étranger,
fait de couleurs vives et de mouvements violents. Elle voyait la Terre depuis l'observatoire, cette bille bleue et blanche, si vibrante, si lointaine, suspendue dans le velours noir infini. Une œuvre d'art, une icône, mais pas une maison. Jamais une maison. Elle dériva lentement vers l'un des murs transparents du jardin, d'où l'on pouvait apercevoir les autres modules de l'oasis, des tunnels lumineux où passaient d'autres membres de la colonie. Ils étaient tous des terriens, ou des enfants de terriens nés avant le grand départ, avant l'oasis. Leur corps était plus compact, leurs muscles plus denses. Ils se déplaçaient avec une certaine lourdeur, même dans la gravité simulée, une habitude ancrée dans leurs cellules. Ils n'avaient pas cette légèreté innée, cette fluidité de mouvement qui était la sienne. Ils ne dansaient pas, ils marchaient. Ils ne planaient pas, ils se tenaient. Ce contraste était une source constante de réflexion pour Lyra. Était-elle meilleure ou simplement différente? Ses os légers, ses muscles longs, étaient-ils une évolution ou une simple adaptation? Ses parents parlaient d'elle comme d'un prototype, d'une première étape. Mais qu'est-ce qui venait après la première étape? Une lignée d'humains étoilés, déconnectés à jamais de la Terre? Ou une impasse, une branche unique et sans lendemain, une expérience qui s'éteindrait avec elle? Elle était une pièce de musée vivante, un artefact de l'avenir. Les scientifiques venaient parfois l'observer, la questionner, mesurer son métabolisme, sa densité osseuse, sa réactivité. Elle était habituée à ces examens, les acceptant avec une sérénité presque détachée. Après tout, elle était née pour cela, née pour être le baromètre. Leurs instruments captaient des données, mais pouvaient-ils mesurer la sensation de liberté qui habitait son corps, la mélodie silencieuse de son équilibre intérieur? Pouvait-il sonder la peur viscérale de la gravité qui se nichait au plus profond de son être, un héritage étrange d'un monde qu'elle n'avait jamais foulé? Lyra pensa à son nom. Lyra, la constellation de la lyre. Une harpe céleste, visible depuis la Terre comme depuis l'espace. Un lien, peut-être, entre ces deux mondes. Une musique cosmique, silencieuse et éternelle, qui résonnait en elle. Elle était la musique, et l'espace était son instrument. Le vide, au-delà du dôme protecteur de l'oasis, ne connaissait pas le temps. Il était un océan d'éternité, parsemé de diamants figés et de la bande de sucre en poudre de la Voie lactée. C'était son véritable foyer, la toile de fond de son existence. Et sur cette toile, Lyra était un point, une étincelle, la première graine d'un futur incertain. Un futur qui, elle le sentait, ne serait pas écrit sur la terre, mais dans l'immensité silencieuse qui l'entourait. Son rôle n'était pas de retourner, mais d'avancer, de dériver, de flotter vers l'inconnu, portant en elle le paradoxe d'être à la fois profondément humaine et radicalement autre. Elle était Lyra, et c'était sa seule vérité, et cela, pour l'instant, suffisait. Le contact avec la Terre, inévitablement, fut établi. Lyra, l'enfant des étoiles, devint malgré elle le centre d'attention d'un monde lointain, une célébrité involontaire. La décision de la ramener fut prise, déchirante pour ses parents, terrifiante pour Lyra. Le voyage fut une épreuve, la descente un cauchemar sensoriel. Sur Terre, la gravité fut une prison, chaque mouvement une bataille, chaque jour une douleur. Son corps, si parfait pour l'oasis, était un fardeau ici. Elle était un spécimen, une curiosité, une étrangère dans un monde trop bruyant, trop lourd. Mais de cette épreuve naquit une force inattendue. Lyra, l'enfant du vide, devint une voix, une avocate passionnée pour ceux qui, comme elle, aspiraient à un autre horizon. Elle trouva des alliés, des visionnaires qui comprenaient que l'avenir de l'humanité ne se limiterait pas à une seule planète. Des années de lutte, d'études et de plaidoyer aboutirent à la Nouvelle Aube, une station spatiale conçue pour être un véritable foyer, un écosystème modulable où la gravité n'était pas une punition, mais un choix. Aujourd'hui, Lyra flotte au cœur de la Nouvelle Aube, son véritable héritage. La station, un joyau d'ingénierie et d'espoir, tournoie doucement, ses modules abritant des centaines de pionniers spatiaux, certains nés ici, d'autres venus de la Terre pour apprendre à respirer un air nouveau. Lyra, les traits marqués par le temps mais l'esprit toujours vif, observe les jeunes âmes s'épanouir dans cet environnement qu'elle a contribué à créer. Elle a appris à apprivoiser la Terre lors de ses visites régulières, de courts séjours où elle marche, non sans une certaine grâce, mais toujours avec la conscience de son poids. Mais c'est ici, entre les étoiles, qu'elle se sent complète. Elle s'approche d'un hublot, son reflet se mêlant à l'immensité du cosmos. La Terre, un marbre bleu et blanc, lointain et familier, scintille en dessous.
Elle se souvient du vert des forêts, du bleu des océans, des visages de ceux qu'elle a aimés. Puis son regard se tourne vers l'infini noir, parsemé de poussières d'étoiles, de nébuleuses chatoyantes, de galaxies lointaines. Un sourire doux et serein éclaire son visage. Elle n'est plus l'enfant du vide, ni la prisonnière de la gravité. Elle est Lyra, l'architecte d'un nouveau monde, la gardienne d'un héritage cosmique. Elle a trouvé sa place, non pas sur une planète, mais dans la danse éternelle entre les mondes. Et à travers elle, l'humanité a commencé son véritable envol.